Bon, décortiquons tout ça. Il y a ces matins où l'on fait défiler machinalement les fils d'actualité sportive et on tombe sur une toute petite ligne de texte. Ouais, le jour de bref qu'on lit à peine. Exactement. Une simple brève médicale glissée entre deux résultats de match qui annoncent le retour à l'entraînement d'un joueur professionnel. C'est ça. Sur le papier, ça a l'air complètement banal. C'est une formalité de mi-saison qui n'intéresse en général que les supporters les plus acharnés. Les purs et durs, quoi. Voilà. Mais pour quiconque cherche à comprendre les mécanismes, souvent très invisibles du sport de haut niveau, cette petite annonce cache bien souvent une véritable montagne de drames humains. De drame et de tensions politiques, oui. De tensions diplomatiques même, et d'enjeux financiers colossaux. L'objectif de notre exploration d'aujourd'hui, en s'appuyant sur une enquête très fouillée publiée ce matin même, le 27 février 2026, par le média sénégalais Wisport, c'est justement de gratter ce vernis médical bien lisse pour révéler le thriller sportif qui se joue en coulisses. C'est une excellente image. Au centre de cette tempête parfaite se trouve un jeune homme, Hassan Diao, un attaquant sénégalais de 20 ans, évoluant en Italie au club de Como, et qui s'apprête à faire son grand retour dans le groupe ce samedi contre Lecce. Et ce retour à la compétition, ce n'est pas rien. Cette simple apparition potentielle sur le banc de touche contre Lecce représente bien plus qu'une simple option tactique supplémentaire pour le week-end. C'est le point culminant, l'aboutissement sous très haute tension de plusieurs mois de polémiques féroces. On parle bien ici de la gestion de la carrière d'un prodige qui est littéralement tiraillé entre les impératifs de son employeur et les appels de sa nation. Pour bien saisir l'ampleur de ce retour, il est indispensable de rembobiner un peu. On doit regarder en face cette fameuse anatomie de l'absence. Il faut repartir du début. Revenons au point de bascule. Nous sommes le 15 décembre 2025, c'est le cœur de l'hiver en Italie. On joue la 15e journée du championnat de Serie A. L'équipe de Como se déplace sur la pelouse toujours très bouillante de l'AS Roma. Un match compliqué par définition. Très compliqué. Et sur le plan purement comptable, le match se solde par une défaite 1-0 pour Como. Mais le véritable désastre de la soirée ne se lit pas du tout sur le tableau d'affichage du stade olympique. Non, il se lit dans la chair. Il se lit dans les muscles du jeune Diao. C'est à ce moment précis que son corps décide brutalement de dire stop. Et le diagnostic ne pardonne pas. Le verdict tombe très vite, oui. Blessure au biceps fémoral de la cuisse droite. Et là, pour ceux qui veulent aller à l'essentiel et qui ne sont pas familiers avec l'anatomie sportive, une blessure au biceps fémoral, ça a l'air très technique. Ça sonne comme du jargon médical. Voilà. Mais concrètement, pour un attaquant moderne qui vit de sa vitesse et de son explosivité, qu'est-ce que ça implique physiquement? Comment on peut se le représenter? Alors, imaginons une voiture de course surpuissante. Le biceps fémoral, c'est essentiellement le système de freinage et de stabilisation haute performance de ce bolide. D'accord, le freinage. C'est ça. Quand un attaquant sprinte à pleine vitesse, qu'il dévore les espaces et doit soudainement s'arrêter ou changer d'appui pour éliminer un défenseur ou même exploser vers l'avant sur un démarrage arrêté, Il sollicite ce muscle. énormément. C'est ce muscle précis situé à l'arrière de la cuisse qui encaisse la très grande majorité de la force gravitationnelle et cinétique. C'est le muscle de la décélération et de l'impulsion. S'il lâche ou s'il se déchire, toute la mécanique s'effondre. Il n'y a plus de frein en gros. Plus de frein et plus de ressort. Le joueur perd instantanément son arme principale, c'est-à-dire l'imprévisibilité de ses mouvements. C'est fascinant, dit comme ça. Et ce qui est fascinant ici, particulièrement dans les données fournies par Wisport, c'est la présentation de la chronologie de cette blessure. Il y a une anomalie temporelle apparente dans leur texte qui révèle en fait toute l'ampleur du drame. J'ai remarqué ça aussi, oui. D'un côté, l'article parle d'un retour près de 3 mois après sa blessure, de la mi-décembre. Ce qui est logique. De décembre à fin février, le compte est bon. Mathématiquement, c'est parfait, mais quelques lignes plus bas, la formulation change complètement. Le média évoque un joueur qui, je cite, entrevoit enfin le bout du tunnel près de 9 mois après sa blessure aux ischio-jambiers. 9 mois contre 3 mois. On n'est plus du tout sur le même échelle de temps là. Cette simple différence de formulation change totalement la perspective de son absence. Exactement. Cette dualité temporelle indique clairement que la rupture survenue en décembre face à la Roma n'était absolument pas un accident isolé. C'était pas un coup de malchance ponctuel. Non, c'était la continuité, ou plutôt l'aggravation dramatique d'un processus de dégradation physique amorcé bien plus tôt dans l'année. Les statistiques qui accompagnent ce constat sont particulièrement révélatrices de la gravité de la situation pour un talent en plein développement. Les fameux 7 matchs. Voilà. Depuis le mois d'avril 2025, Hassan Diao n'a pu disputer que 7 malheureux matchs de football. 7 rencontres officielles en l'espace de presque un an. C'est un bilan clinique catastrophique.
C'est le signe clinique et terrifiant que son propre corps le trahit de façon récurrente et systémique. 7 petits matchs en un an pour un gamin de 20 ans, c'est vertigineux quand on y pense. Surtout à cet âge-là. Oui, à cet âge, un joueur a un besoin viscéral de rythme. Il doit enchaîner les week-ends pour emmagasiner de l'expérience, de la confiance, pour automatiser ses gestes face à des défenses professionnelles. Au lieu de ça, il vient un calvaire médical, fait de tables de massage, d'examens IRM et de reprises abortées. Une boucle sans fin. Cela donne un tout autre éclairage à la gestion de son retour contre Lecce. On comprend beaucoup mieux pourquoi le club le traite avec autant de précaution aujourd'hui. Il marche sur des œufs. Totalement. Les propos très récents de l'entraîneur espagnol de Como, Cesc Fabregas, ne laissent d'ailleurs aucune place à l'interprétation. Il a déclaré hier, je le cite, « Diao réintègre l'équipe demain. Il peut jouer mais pas d'entrée. Il faut être très prudent avec lui. » Fin de citation. La consigne est on ne peut plus claire. C'est ça. On ne le jette pas dans l'arène dès la première minute. C'est un retour sous très haute surveillance. Et cette prudence exigée par l'entraîneur prend une dimension encore plus clinique quand on analyse le calendrier initial de la rééducation du natif de Ndongan. Comment ça, le calendrier initial ? Après le choc musculaire de décembre, le joueur avait un horizon de guérison en tête. Il espérait reprendre la compétition au bout de 6 semaines. Ce qui est en général le délai standard pour ce type de lésion musculaire, non ? C'est le délai classique, oui. Mais la rééducation s'est montrée extrêmement capricieuse. Elle a résisté aux protocoles habituels et a finalement pris le double du temps escompté. Donc, 12 semaines au lieu de 6. 12 semaines. Et quand le corps d'un athlète met 2 fois plus de temps que prévu à cicatriser, une barrière psychologique s'ajoute à la barrière physique. La peur de la rechute. Le doute s'installe très profondément. La consigne de Fabregas n'est donc en rien une simple posture de communication visant à baisser les attentes des supporters. C'est un impératif médical absolu. Il faut protéger le joueur contre lui-même, peut-être. Exactement. Il faut s'assurer que ce jeune joueur ne bascule pas définitivement dans la catégorie très redoutée des talents chroniquement blessés. Ces fameuses étoiles filantes dont la carrière est ruinée avant même d'avoir réellement commencé. Cette fragilité physique, c'est déjà une épreuve immense à surmonter. Mais le contexte autour de cette fameuse date du 15 décembre 2025 rajoute une couche de drame qui dépasse le simple cadre médical. Ah oui, l'aspect diplomatique. Parce que dans le football international, une déchirure de cette ampleur n'arrive jamais dans un vide stérile. Le timing de cet incident particulier est d'une cruauté absolue. C'est le pire moment possible. Quelques heures à peine avant que son muscle ne cède dans le froid de Rome, l'ancien joueur du Real Betis venait de vivre le moment le plus exaltant de sa jeune carrière. Le fameux appel. Il venait de recevoir le coup de téléphone tant espéré. Le sélectionneur sénégalais Pape Thiaw venait de le convoquer officiellement pour disputer sa toute première grande compétition internationale, la CAN 2025, la Coupe d'Afrique des Nations. C'est l'apogée pour n'importe quel jeune footballeur du continent africain. C'est le tournoi qui fige les pays entiers devant leurs écrans, celui qui fabrique les légendes nationales. Toute la fierté de la nation sénégalaise reposait en partie sur les épaules de cette nouvelle génération. Et le numéro 38 de Como devait en être l'un des fers de lance. Et d'un coup, sur une mauvaise impulsion, sur un freinage trop brusque, tout ce rêve s'effondre. Il se brise net. Il est contraint de déclarer forfait pour l'événement d'une vie. L'impact psychologique de devoir regarder ses coéquipiers s'envoler pour la CAN pendant qu'on reste cloué sur une table de rééducation en Italie, ça doit être dévastateur. La désillusion personnelle est forcément immense. Je suis convaincu que c'est une cicatrice très dure à fermer. Mais au-delà de la peine intime du joueur, cet événement spécifique a agi comme un véritable catalyseur. Ça a déclenché une onde de choc diplomatique entre l'Italie et le Sénégal. Les fédérations s'en sont mêlées. La frustration liée à ce forfait de dernière minute a immédiatement cherché un exutoire. Et le clan sénégalais a très vite pointé du doigt la gestion du club italien. La colère est montée d'un cran. Les observateurs et le staff technique autour de Pape Thiaw ont ouvertement remis en question les décisions de Cesc Fabregas. Saoudi Cabraj, qui n'est pourtant pas le premier venu. On parle d'un technicien qui, en tant qu'ancien milieu de terrain emblématique de Barcelone et d'Arsenal, a connu toutes les exigences biomécaniques et les cadences infernales du plus haut niveau européen. Il sait de quoi il parle, c'est indéniable. Malgré ce pedigree, le ressentiment côté sénégalais était palpable. Ils estimaient que le temps de jeu et la condition physique de l'attaquant avaient été gérés avec négligence, juste avant une échéance continentale aussi cruciale. Sauf que le conflit ne s'est pas arrêté à une simple divergence d'opinion sur un protocole d'entraînement ou de récupération. Ce qui ressort des informations traitées par WeSport et Vite, c'est qu'un point de non-retour a été franchi en coulisses. Oui, ça a dégénéré en conflit ouvert. Ça a transformé cette affaire médicale en un véritable bras de fer institutionnel.
Le feu aux poudres n'est pas venu des médecins mais des micros de la salle de presse. Les fameuses déclarations publiques de Fabregas, c'est ça qui a mis le feu. Le véritable point de friction, celui qui a cristallisé toutes les tensions, réside dans les déclarations de l'entraîneur de Como concernant le bien-fondé même de la convocation de Diao en équipe nationale. C'est ici que l'on touche du doigt l'une des dynamiques politiques et économiques les plus complexes et les plus insolubles du football moderne. L'éternel conflit d'intérêts. Le club contre la sélection nationale. Exactement. D'un côté, on a l'employeur. Le club de Como paye le salaire du joueur tous les mois, investit massivement sur sa valeur marchande future, finance ses soins. Il paye la facture. Voilà. Ils considèrent logiquement qu'ils ont le droit de protéger leurs actifs financiers et sportifs, à tout prix. De l'autre côté, l'équipe nationale représente une dimension presque sacrée. La souveraineté, le drapeau. Le devoir patriotique et l'attachement viscéral d'un peuple. Lorsqu'un entraîneur de club se permet d'utiliser la sphère publique pour questionner ou critiquer la convocation de son joueur par une fédération souveraine, particulièrement pour une compétition du prestige de la CAN, l'affront est immédiat. C'est pris comme une gifle. C'est perçu par le pays non seulement comme une ingérence insupportable, mais presque comme un manque de respect envers l'institution nationale elle-même. C'est la collision frontale de deux mondes qui exigent chacun la priorité absolue et exclusive sur les muscles, le temps et l'énergie d'un garçon qui sort à peine de l'adolescence. Et le plus fascinant dans toute cette histoire, c'est que ce bras de fer n'appartient pas au passé. Loin de là. On pourrait naïvement croire que la CAN 2025, étant désormais derrière nous, la tension est retombée, l'eau a coulé sous les ponts, et que tout le monde attend tranquillement que le joueur reprenne son rythme de croisière. Ça, ce serait dans un monde idéal. Mais la réalité du calendrier sportif vient percuter cette idée reçue de plein fouet. Les enjeux de cette fin de saison printanière rajoutent une pression monumentale sur les épaules de João qui revient à peine dans le groupe. Regardons un peu d'abord du côté de la Serie A. Le club de Como n'est pas en train de jouer tranquillement le maintien ou de stagner dans le ventre mou du championnat. Non, ils jouent les premiers rôles. Ils sont engagés dans une lutte acharnée, brutale et très serrée pour décrocher une qualification historique en Ligue des Champions. Pour un club de cette envergure, atteindre la plus prestigieuse des compétitions européennes, c'est changer totalement de galaxie financière. C'est le jackpot. C'est des dizaines de millions d'euros en jeu, une exposition mondiale, la capacité d'attirer de nouveaux sponsors. Et au beau milieu de cette course aux étoiles, une nouvelle donnée vient bousculer les plans. Un autre joueur clé de l'effectif de Como, Jayden Adda, vient de se blesser à son tour. Et cette blessure de Jayden Adda, c'est le grain de sable qui change tout. Elle transforme radicalement le statut et le calendrier du retour d'Hassane Diao. Il n'a plus le temps de s'échauffer doucement. Il ne s'agit plus de le réintégrer tranquillement en lui donnant 10 ou 15 minutes par match pour qu'il retrouve ses sensations à son propre rythme. L'absence d'Adda crée un vide immédiat dans le secteur offensif. Le retour de Diao devient soudainement une urgence stratégique absolue pour l'entraîneur. Il doit sauver la fin de saison du club. Il glisse du statut de convalescent à celui de renfort providentiel pour le sprint final du championnat. La dynamique de groupe va inévitablement l'obliger à absorber la charge de travail laissée vacante par son coéquipier blessé. C'est évidemment une opportunité en or sur le plan purement sportif. S'il flambe sur le terrain, il devient le roi. S'il enchaîne les bonnes performances et aide Como à se qualifier pour la Ligue des Champions, il deviendra le héros incontesté de la fin de saison. Mais le paradoxe de la haute performance est cruel. Plus il sera décisif sur le terrain, plus il rassurera sur son état de forme et plus il attirera inexorablement à nouveau les regards insistants et les convocations de l'équipe nationale. C'est le serpent qui se mord la queue. Le cycle de la pression, loin de s'éteindre, est sur le point de s'emballer à nouveau. C'est mathématique. Surtout que l'équipe nationale du Sénégal ne l'a pas oublié une seule seconde. Le calendrier des Lions de la Teranga est implacable et les prochaines échéances arrivent à une vitesse folle. La fameuse trêve internationale de fin mars se profile déjà à l'horizon. Et pas n'importe quel match. Le programme prévu par la fédération sénégalaise a de quoi faire tourner la tête de n'importe quel joueur. C'est exceptionnel. On a un premier match amical de gala le 28 mars contre le Pérou, qui se jouera au Stade de France à Paris. Une vitrine incroyable, particulièrement avec la forte communauté diasporique présente en Europe. Un match de prestige. Et dans la foulée, 3 jours plus tard, le 31 mars, un retour au pays pour affronter la Gambie. Un véritable derby régional qui se tiendra à domicile dans le grand stade Abdoulaye Wade. Ce sont des événements majeurs. Un observateur extérieur pourrait logiquement conclure qu'un attaquant reprenant l'entraînement fin février serait le candidat idéal, affûté et prêt à briller pour ces grands rendez-vous de fin mars. Oui, la logique extérieure voudrait cela en effet.
Cependant, l'analyse des sources proches du dossier, ce qu'on lit dans l'article de ce matin, impose une dose de réalisme clinique extrêmement forte face à cet enthousiasme. La réalité médicale rattrape le calendrier. C'est ça. Un retour précipité en sélection nationale pour ces 2 rencontres amicales du mois de mars n'est pas du tout à l'ordre du jour. Les termes employés par la presse sont très précis. Il est, je cite, « difficilement envisageable d'imaginer un tel scénario se concrétiser ». C'est un refus poli mais ferme. Et d'un point de vue strictement médical, c'est une décision d'une grande lucidité qui semble faire consensus des 2 côtés. Prendre un joueur de 20 ans, dont les ischio-jambiers ont prouvé leur extrême fragilité au cours des 12 derniers mois, et le jeter dans le rythme infernal des voyages internationaux, des changements de fuseau horaire et de l'intensité émotionnelle d'un match au Stade de France, À peine un mois après sa reprise en plus. c'est ça, à peine un mois après sa reprise officielle, ce serait un pari médicalement complètement déraisonnable. Le risque de rechute serait astronomique, d'autant plus que l'objectif ultime, la véritable étoile polaire qui guide toute cette stratégie de préservation et justifie cette patience infinie, dépasse de très loin l'enjeu de simples matchs amicaux de printemps. Le regard de tout le monde, que ce soit celui du joueur, du club et de la sélection, est en réalité braqué sur l'été suivant. L'objectif absolu, le Graal, qui justifie les semaines supplémentaires de rééducation et les probables refus de convocation printanière, c'est la Coupe du Monde 2026. Le tournoi suprême. L'échéance est fixée au 11 juin, la date du début du tournoi. Et c'est là que réside le véritable verdict de toute cette saga. Ça va se jouer sur le terrain. Ce ne sont pas les négociations de couloir, les communiqués de presse des clubs ou les coups de pression des fédérations qui décideront si Hassan Diao prendra l'avion pour les mondiales. Ce sera l'implacable vérité du terrain. Ses performances au cours des mois cruciaux d'avril-de mai avec Como serviront de test grandeur nature. Son corps va devoir répondre présent. Sa capacité à absorber la lourde charge d'entraînement exigée par une fin de saison à enjeu et surtout son aptitude à enchaîner les rencontres à haute intensité physique sans que son biceps fémoral ne déclenche la moindre alerte, voilà les seuls et uniques critères qui dicteront sa présence ou son absence dans la liste finale. Ça passe ou ça casse. La balle est au sens le plus viscéral du terme dans le camp de son propre corps. S'il tient la cadence infernale du printemps italien, il gagnera son billet pour le monde. S'il flanche à nouveau, le rêve mondial s'évaporera, comme le rêve africain de décembre. En prenant un peu de recul pour contempler le tableau d'ensemble, on s'aperçoit que le chemin parcouru depuis la source initiale est assez vertigineux. C'est une histoire dans l'histoire. Nous sommes partis d'une simple phrase d'un entraîneur annonçant qu'un joueur ne serait pas titulaire un samedi après-midi contre Lecce. Et en tirant sur ce fil conducteur, en explorant les données chronologiques et contextuelles, nous avons découvert le portrait extraordinairement complexe d'un prodige de 20 ans piégé dans les rouages de l'industrie sportive. C'est un résumé parfait de la situation. Un jeune attaquant dont le propre corps est devenu un véritable champ de bataille stratégique. D'un côté, il est tiré par les ambitions financières et sportives dévorantes d'un club italien visant la Ligue des Champions, un club prêt à capitaliser immédiatement sur son retour en forme pour compenser les blessures de son effectif. L'urgence de club européen ? Et de l'autre côté, il est réclamé par la ferveur et la fierté d'une nation entière, le Sénégal, qui construit légitimement ses immenses rêves de Coupe du Monde autour de cette nouvelle génération dorée. C'est l'histoire fascinante et un peu effrayante, on doit l'avouer, d'un talent pur enserré dans l'étau des calendriers surchargés du football moderne. Ça amène inévitablement à une question de fond, une problématique éminemment complexe que cette situation illustre à la perfection. Laquelle ? Face à un calendrier sportif mondial qui ne s'allège jamais, qui s'étire et repousse d'année en année les limites de la résistance physiologique humaine, On joue de plus en plus, oui. lorsqu'un athlète d'à peine 20 ans se retrouve ainsi tiraillé entre les exigences colossales de son employeur qui le paie au quotidien et l'appel viscéral patriotique de son pays natal. À qui revient véritablement la responsabilité ultime de protéger la santé à long terme de ce joueur ? C'est la grande question. Est-ce aux médecins du club d'assumer le mauvais rôle et de poser un veto définitif au risque de briser le rêve de son joueur ? Est-ce au sélectionneur national d'accepter de se priver de sa meilleure arme offensive pour le bien futur du jeune homme ? Ou est-ce au joueur de décider ? De dire non à une sélection ou un match à enjeu pour préserver son intégrité physique sur la décennie à venir, avant que ses muscles ne le décident tragiquement à sa place. C'est une réflexion particulièrement profonde sur la gestion et l'usure du capital humain dans le sport de très haute performance.
C'est précisément sur cette réflexion complexe que notre analyse prend fin aujourd'hui. Ça nous rappelle à quel point il est essentiel de garder une curiosité toujours en éveil face au flux continu d'informations sportives et de lire entre les lignes des simples communiqués médicaux. Derrière les statistiques, il y a des hommes. Derrière une annonce d'effectif ou un forfait de dernière minute se cachent presque toujours des tensions diplomatiques, des enjeux de carrière cruciaux et des drames profondément humains. Sur le terrain, chaque sprint, chaque accélération et chaque freinage racontent une histoire bien plus grande et complexe que le simple match de 90 minutes en cours. Absolument. Merci d'avoir suivi cette exploration détaillée et à très bientôt pour continuer à décrypter